Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de démarrer et d'animer cette table ronde dédiée à une alliance française entre Univity et TDF, entre satellites et réseaux de téléphonie mobile pour une couverture souveraine des zones rurales. Je suis Nicolas Giberg, je dirige l'activité TowerCo chez TDF et je suis accompagné pour parler de ce projet de Florence Clément, responsable des relations avec les acteurs publics du CNES, Arnaud Murgia, maire de Briançon, et Charles Delfieux, président et fondateur d'Univity. Merci à tous les trois d'être avec moi aujourd'hui. Donc TDF déploie et opère depuis 50 ans des infrastructures dédiées à la télévision et à la radio, des réseaux de téléphonie mobile et de l'hébergement de données. Grâce à nos 8800 sites, tours et pylônes, nous accompagnons les collectivités locales et les entreprises dans l'aménagement numérique du territoire. Nous permettons l'accès des services critiques pour tous sur tout le territoire français. Nous avons aussi une activité importante dans le domaine du spatial, en accueillant des stations terrestres sur certains de nos sites principaux, notamment en Outre-mer, permettant la communication entre le sol et les satellites. Nous avons souhaité réunir aujourd'hui plusieurs acteurs publics et privés autour d'un enjeu majeur, la connectivité au service des territoires. L'objet de cet échange est de mettre en lumière une solution de connectivité hybride terrestre-satellite s'appuyant sur la constellation Unisky en orbite très basse déployée par Univity. Cette technologie vise à apporter un haut débit résilient dans les zones peu ou mal couvertes, notamment en milieu rural ou en temps de crise. Elle illustre parfaitement la coopération entre acteurs industriels, spatiaux et territoriaux, Univity pour l'innovation technologique, TDF pour les infrastructures terrestres, le CNES pour l'accompagnement et la valorisation du spatial au service des politiques publiques et les collectivités locales, comme la ville de Briançon, pour exprimer les besoins concrets du terrain et incarner les usages. Ensemble, nous allons parler de connectivité, de souveraineté numérique et de façon dont ces solutions peuvent renforcer l'attractivité de nos territoires. Donc, pour démarrer, je vais passer la parole à Charles Delfieux et ce que je propose, c'est que vous commenciez par nous parler de la genèse du projet Univity, et comment est née l'idée de développer cette solution de connectivité hybride entre satellites et réseaux terrestres. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Nicolas pour cette belle opportunité, cette invitation à participer à cette table ronde. Le point de départ de Univity, c'est quelque chose de très simple, c'est que nous avons connu, notre génération aura connu ce qu'on appelle une révolution industrielle comme finalement peu de générations l'ont connue. Cette révolution industrielle, vous la connaissez toutes, c'est la digitalisation de la société, le basculement vers une société numérique qui s'est fait extrêmement rapidement en 2 à 3 décennies. Et c'est une évidence, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais cette digitalisation de la société, ça veut dire quoi? C'est l'accès à l'information, la capacité d'appeler quelqu'un, y compris en vidéo, en un glissement de doigt ou en quelques clics. C'est l'accès à une myriade de services numériques. C'est l'accès désormais à des applications d'intelligence artificielle. Et tout cela, qui marque notre quotidien à chacun de tous, c'est dénominateur commun, c'est l'accès à Internet, l'accès à la connectivité. Donc la genèse de Univity, c'est dire finalement qu'est-ce qui manque, quel est le chaînon manquant pour rendre possible cet accès à la connectivité, cette digitalisation de la société à travers le monde. Et la conviction que l'on a chez Univity, j'espère que vous en êtes convaincus, c'est que le chaînon manquant qui permet d'atteindre la promesse d'une connectivité universelle, c'est l'espace. Et ce que je vais vous dire là, c'est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que nous vivons un point de bascule historique dans le secteur des télécommunications. Ce point de bascule historique du secteur des communications, c'est que pour la première fois dans l'histoire des télécommunications, il est désormais possible d'avoir accès à Internet depuis l'espace, à un prix, à une qualité de service qui est comparable au réseau terrestre. Et ça, c'était encore inenvisageable il y a quelques années. Et ces nouvelles grandes constellations, méga constellations, qui sont en train de se déployer à travers le monde, sont en train de démontrer que cette convergence entre la connectivité spatiale et la connectivité terrestre est désormais une réalité. Et ça, c'est un game changer, parce que pour la première fois dans l'histoire des télécommunications, l'accès à la connectivité spatiale devient une alternative crédible au renforcement ou à l'extension des réseaux terrestres de télécommunications. Dans ce cadre-là, notre société française, créée en 2022,
est en train de concevoir, demain de déployer et d'opérer une constellation de satellites de télécommunications qui comptera jusqu'à 3400 satellites déployés en très basse orbite et qui vise à offrir un service haut débit sur des terminaux dédiés qui ont à peu près la taille de cette feuille A4 et aussi pour connecter directement les téléphones portables pour répondre aux besoins, à la demande de connectivité, évidemment des zones blanches sur Terre, mais aussi sur mer et dans les airs, pour que cette promesse d'une connectivité universelle devienne une réalité pour les particuliers, pour les entreprises et pour les gouvernements. Merci Charles. Donc nous travaillons sur ce projet ensemble, le projet Unisky. En quoi cette alliance entre une start-up française, effectivement, et un opérateur de l'infrastructure illustre cette complémentarité entre l'espace et le terrestre, et notamment au service des territoires? Cette complémentarité entre TDF et Univity, effectivement, qui a été formalisée à travers différents moyens. On évoquait tout à l'heure le MOU qu'on a signé ensemble, mais aussi la collaboration qui a été formalisée dans un cadre contractuel, avec un contrat signé avec le CNES sur financement France 2030, sur lequel on aura certainement l'occasion de revenir. C'est une complémentarité assez évidente parce qu'on est en train de mettre en place avec TDF et notre start-up une relation gagnant-gagnant. Pourquoi gagnant-gagnant? Parce que TDF, avec toute sa puissance, toute son infrastructure au sol, en France, dans les territoires France métropolitaine, dans les territoires outre-mer, nous offre des opportunités d'hébergement de ce qu'on appelle les stations terrestres, des stations d'ancrage. Pour que notre constellation puisse être raccordée à Internet et fonctionner, tout le trafic Internet doit passer par des stations qui connectent notre constellation au grand Internet public que nous connaissons. Et ces stations, il faut pouvoir les héberger de manière fiable, de manière sûre. Et pour cela, on va s'appuyer notamment sur les infrastructures et tout le patrimoine dont dispose TDF. A contrario, nous demain, on pourrait aussi devenir un fournisseur de services pour TDF en offrant un service de connectivité, notamment des pylônes, des tours que vous opérez, comme une solution de connectivité de ces pylônes, ces tours de manière primaire ou redondance ou en cas de crise pour offrir un accès à la connectivité depuis l'espace en complément, renforcement ou en substitution de la connectivité terrestre des infrastructures de TDF. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une vraie complémentarité entre les solutions satellites et terrestres et qu'on peut apporter une solution hybride et notamment pour répondre aux besoins et aux usages des habitants. Donc je me tourne maintenant vers Arnaud. Donc Arnaud, notamment dans votre département des montagneux et des Hautes-Alpes, qui est confronté parfois à des problématiques de zones blanches, parfois du climat difficile, que représente pour vous l'idée d'autonomie stratégique dans la connectivité? Alors, je ne vais pas répondre à votre question, parce que en fait, ce qui a été dit avant est beaucoup trop important pour que je ne le commande pas. Et je voudrais vraiment vous féliciter de cette démarche-là, parce qu'il y a un mot qui a été employé et qui est à mon avis essentiel, c'est le mot de souveraineté. Et je crois que nous avons la responsabilité collective d'expliquer à nos concitoyens qu'on a changé de monde et que les Français sont de manière générale des gens exemplaires sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur la discipline numérique, mais on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul. Et alors, c'est très marrant, parce qu'en plus, les propos que je m'apprête à tenir, on est en face du stand de Google, alors je suis désolé, mais je vais dire du mal des GAFAM, mais le sujet aujourd'hui est tout de même de se poser la question de la souveraineté française et européenne en termes de numérique qui est devenu le corollaire d'un vecteur de souveraineté absolue, de protection de nos données et bien entendu de dynamique industrielle, évidemment. Parce que je vais vous parler comme un maire parle, c'est-à-dire avec bon sens. La connectivité spatiale, elle existe, elle a un nom que je ne vais pas citer ici, ce serait malvenu. Nos habitants, ils connaissent, ils savent. Bon, enfin le problème, c'est qu'on est toujours relié aux GAFAM. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire de manière assez simple, parce que ce sujet-là est finalement assez peu médiatique, il n'intéresse pas forcément trop les gens, parce que c'est une évidence, on ouvre son téléphone, on a tous le même et on a tous les mêmes logiciels. Il y a tout de même quelques petits sujets, une histoire que personne ne connaît, parce que les personnes n'en parlent pas trop d'ailleurs, mais savez-vous qu'il y a un juge français qui est payé par la France, par nos impôts, pour travailler à la Cour pénale internationale, qui a pris il n'y a pas très longtemps une décision judiciaire en l'occurrence, contraire aux intérêts américains. Le gouvernement américain a décidé de le placer sur la liste des personnes dangereuses, si j'ose dire. Enfin, ce monsieur aujourd'hui
Il n'a plus de carte bleue, puisque les établissements bancaires le refusent. Il n'a plus de compte Microsoft, il ne peut plus se connecter à aucune application. Il ne peut plus rien acheter sur Internet parce qu'il ne peut pas se connecter à Amazon. Et il ne peut plus ouvrir d'adresse mail sur Google, quoi. Je me permets de faire cette parenthèse, pardonnez-moi, c'est parce que je vais quand même répondre à votre question après, mais parce que je crois qu'on a un devoir moral de pédagogie sur ce que tout cela représente. Et le choix stratégique que vous faites est un choix absolument majeur. Nous avons besoin de choix technologiques français et européens, absolument. Bon, une fois que j'ai dit ça, mais je pense que ce n'est pas des petits sujets. Et la souveraineté n'est pas un petit sujet. Et souvent, on pense que la souveraineté, c'est des questions militaires. On en parle au journal télé, on en parle mais la souveraineté en matière numérique dans le monde dans lequel nous entrons est un sujet absolument majeur. Regardez ce que fait la Chine. Il suffit de se rendre compte d'un pays comme la Chine qui s'est dégafamisé. Voilà, totalement. Une fois qu'on s'est dit ça, évidemment que c'est un sujet pour nous d'aménagement du territoire, voire même de sécurité publique. Moi, je suis président du Parc national des Écrins, qui voit défiler des dizaines de milliers de touristes, de vacanciers, qui ont besoin d'avoir un accès au secours en montagne, ce qui n'est pas le cas partout, qui a besoin d'apporter cette connectivité-là, non pas seulement que pour du confort, et évidemment que nous sommes là dans une démarche d'intérêt public et de service public. Alors j'ai porté depuis 10 ans, et j'ai eu la chance d'ailleurs d'en parler souvent avec TDF, et j'en suis très heureux encore plus d'être ici, l'installation de la fibre dans tout le département des Hautes-Alpes. 2015, c'était pas totalement gagné, il y avait une prise, hein, on est à 100% aujourd'hui, il s'est passé moins de 10 ans. Comme quoi les AMEL ont été quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. C'est un intérêt économique majeur pour le département. Et sachez qu'aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, on se pose la question de la rénovation intégrale de la ligne de train entre Briançon et Marseille. 3 heures entre Briançon et Marseille, ça veut dire qu'entre Briançon et Marseille, il y a aussi 3 des plus gros sites industriels de la région, commencé d'ailleurs par un petit site nucléaire, et des gens qui potentiellement demain font des choix aussi de qualité de vie, parce qu'ils peuvent travailler ailleurs, parce qu'ils ont la connectivité, parce qu'ils ont le très haut débit. Et donc évidemment que le mix technologique est absolument essentiel, puisque on sait, vous comme moi, que dans des territoires reculés, dans des zones de montagne, avec des risques climatiques, avec du dénivelé, de la pente, des risques naturels, on a besoin de ce mix-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question à la fin, parce que je l'ai oublié, mais en tout cas, bravo et merci, parce que je suis intimement persuadé que ça va dans le bon sens. Et puis, bon, ben voilà, cocorico. Oui, vous avez tout à fait répondu à la question, qui était en 2 parties d'ailleurs. Effectivement, la partie usage et besoin de couverture du territoire, et la deuxième qui était le côté stratégique et effectivement l'industrie française. Et donc je pense qu'entre Univity, le CNES et TDF, nous avons des fiers représentants de cette industrie. Donc pour passer au CNES, Florence, vous accompagnez de nombreux projets autour de la connectivité. Comment ces technologies spatiales contribuent-elles concrètement à la transformation numérique des territoires ? Alors, je vais vous proposer de prendre un peu de recul sur les télécoms par satellite au sens large d'abord, pour ensuite converger vers les spécificités proposées par par votre projet commun. Les télécoms par satellite, c'est pas nouveau, que ce soit clair. J'espère que c'est un secret pour personne. Ça fait très longtemps qu'il y a des satellites qui font des télécoms par satellite au sens de la télé typiquement. Toutes ces paraboles sur les balcons, ça c'est des télécoms par satellite. C'est des satellites qui sont dits géostationnaires, qui ont le bon goût de tourner en même temps que nous. Il en suffit d'un à 36 000 km pour couvrir une grosse part du globe. Voilà, ça c'est les télécoms par satellite historiques. Sauf que c'est loin. Pour faire de la téléphonie, ça marche moins bien, sauf à faire éventuellement des SMS, parce que là, il n'y a pas... Voilà, on peut être loin, c'est pas un problème. Ensuite, il y a dans l'histoire des télécoms par satellite un certain nombre de constellations en orbite moins lointaine, disons quelques centaines, quelques milliers de kilomètres. C'est les constellations évoquées indirectement tout à l'heure. Voilà, on est sympa. Bon, c'est une option, voilà, qui n'est pas privilégiée ici. Ce qui est proposé ici, c'est de l'orbite très très basse, qu'on appelle VLEO dans notre jargon, comme Very Low Earth Orbit, qui a plein d'avantages, qui a aussi quelques inconvénients, en tout cas qui mérite qu'on regarde ça de près.
Je vais d'abord mettre une casquette technique. Je suis avant tout ingénieur au CNES, donc parmi les avantages évidents, il y a une question de latence qui est faible du fait de la proximité des satellites, la puissance qui est plus favorable aussi. Après, il peut y avoir quand même quelques inconvénients, et Univity est là pour en témoigner. Le fait qu'on soit en orbite très basse, il y a encore quelques résidus d'atmosphère qui compliquent la vie. Et puis, au-delà du point de vue technique, j'ai été présentée comme étant en lien avec les acteurs publics, mais c'est une de mes casquettes, disons, et je représente aussi par ailleurs l'ensemble de mes collègues plus experts que moi en télécom ou plus... voilà, je vais essayer de parler au CNES et direction de la stratégie du CNES un peu au sens large. Il y a d'autres dimensions. Il y a quand ces leviers techniques seront levés, et en parallèle d'ailleurs, il y a toute la dimension économique qui se pose et qu'on cherche aussi à accompagner, évidemment, ce questionnement-là. Et puis il y a la dimension environnementale. Et là, c'est notre responsabilité d'agence que de poser ces questions-là. Il y a une partie de cette dimension-là qui est la saturation des orbites. Et là, être en orbite très basse, c'est très favorable. Il y a une autre partie, et je m'excuse de mettre ça ici, mais je suis dans mon rôle d'agence aussi d'essayer d'être un peu exhaustive sur ces sujets, qui est la pollution générée par les satellites en haute atmosphère. Voilà, enfin, ça fait partie de l'ensemble des sujets qu'il va falloir qu'on adresse, et on vous accompagne très volontiers pour traiter de tous ces sujets. Le CNES, dans les mots officiels du CNES, accompagne et met en œuvre la politique spatiale française, d'où notre rôle comme ça très transverse. On ne met pas en œuvre cette politique spatiale tout seul, on a besoin de vous pour la mettre en œuvre. Et on est là par ailleurs pour ce genre de projet très innovant, d'autant plus faire des satellites géostationnaires, c'est plus notre fonds de commerce. Il y a de grands industriels français du spatial qui font ça très bien. Et voilà, maintenant, ils savent faire. Il n'y a pas besoin de nous pour ça. Là, notre rôle, c'est d'accompagner les satellites à 5 pattes, si je peux dire, comme le vôtre, comme les vôtres. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Pardon, moi aussi, je me suis un peu éparpillée. Oui. Et effectivement, vous avez aussi touché à ma deuxième question, qui était effectivement le soutien du CNES aux sociétés privées, pour assurer effectivement le développement de cette compétence et de pérenniser cette souveraineté nationale. Oui, ça fait partie. Donc notre soutien peut prendre plusieurs formes. Une forme économique, et donc c'est le cas dans le cadre de ce projet. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas juste les économies de l'État, c'est du budget France 2030. Le CNES est opérateur de l'État pour ça. Mais bon, quelque part, c'est une poche ou l'autre de l'État dans tous les cas. En termes de soutien technique, on fait aussi ce qu'on peut pour accompagner Univity sur les questions qui se posent nécessairement. Et puis voilà, encore une fois, dans notre contrat d'objectifs de performance, il y a cette dimension accompagnement de l'écosystème en point à point, mais aussi une question de soutenabilité du secteur. Et être soutenable, ça passe aussi par ces réflexions évoquées juste avant. Merci Florence. Je reviens justement en parler de France 2030. Donc Charles, je reviens vers vous. Justement, comment est-ce que ce partenariat public-privé en fait vous aide et vous aide à développer votre capacité technologique, mais aussi commerciale, industrielle, pour réaliser ce type de projet? Oui, en premier lieu, je voudrais rappeler la complexité de notre entreprise, de notre aventure. On évoquait tout à l'heure jusqu'à 3400 satellites. Il faut imaginer 3400 satellites de plusieurs centaines de kilos qui se déplacent à 8 km/s, qui passent de plus ou moins 50 degrés en quelques minutes lorsqu'ils sont en face ou au soleil ou en éclipse, qui doivent pointer dans la bonne direction, qui doivent rapatrier au sol plusieurs dizaines de gigabits par seconde. Donc on est sur de la très haute voltige technologiquement. On est aussi sur de la très haute voltige financière, puisqu'on parle d'un projet qui, à terme, doit mobiliser plusieurs milliards d'euros de financement, comme toute très grande infrastructure globale, en l'occurrence de télécommunications. Donc quand on a dit ça, on s'aperçoit quand même la marche est haute pour une jeune pousse, fût-elle française et pleine d'énergie, pour dérisquer technologiquement ces différents jalons et demain être à même de
générer une traction commerciale qui lui permettra d'avoir accès au financement requis. Et sans l'appui public aujourd'hui, on ne pourrait pas faire l'effet de levier nécessaire pour aussi mobiliser les premiers investissements privés qui nous ont permis d'avancer. Et on a la chance de pouvoir compter sur des investisseurs privés qui nous ont fait confiance dès le début. Donc aujourd'hui, France 2030, le CNES, BPI France, la Direction Générale des Entreprises et d'autres nous apportent à la fois beaucoup de pouces financiers pour avancer dans nos dérisquages technologiques, nous apportent également un gage de crédibilité et aussi, dans le cas du CNES, toute l'assistance technique dont nous avons besoin pour avancer le plus vite possible. Cela pour déployer cette infrastructure de télécommunication globale, en se rappelant que derrière la dimension business d'une telle infrastructure de télécommunication globale et évidemment rentable, se cache quand même effectivement une dimension souveraine singulière. Une constellation de satellites de télécommunication qui permet d'offrir un service haut débit ou qui permet également de connecter directement les téléphones portables, ça veut dire que vous vous trouviez au large de l'Arctique, au milieu des steppes mongoles, en Aveyron ou dans la pampa du Paraguay, vous pouvez à tout instant rapatrier n'importe quelle information d'un point à l'autre en quelques dizaines de millisecondes. Et vous voyez bien qu'au-delà de la dimension business, on parle ici aussi d'un atout stratégique pour l'entreprise ou les gouvernements qui ont appuyé le développement d'une telle infrastructure. Et les Américains et les Chinois ne se sont pas trompés, puisqu'on compte, côté américain, on a fait la performance de ne pas mentionner leur nom jusqu'à présent, des grands projets de SpaceX et d'Amazon. On compte côté chinois des grands projets comme Tianfan et Gowang, qui développent d'immenses infrastructures de plusieurs millisatellites. Ils sont bien pris conscience de la dimension stratégique d'une infrastructure qui est à la confluence entre les télécoms et le spatial, deux secteurs des plus critiques. Merci. On va revenir un petit peu sur les usages. Dernière question à Florence. Pardon Arnaud. Justement, à travers les différents projets du CNES, quels sont les usages les plus communs, les plus courants que vous voyez émerger à travers les projets que vous suivez ou vous financez? Alors, je ne peux pas dire qu'il y en a qui soient plus communs ou plus courants. Alors déjà, pour resituer, des usages, il y en a en télécom et il y en a aussi beaucoup, voire surtout en observation de la Terre. Dans tous les cas, les usages peuvent être... le monde de la recherche a une forte tendance à se saisir des données satellitaires. Ça leur permet un accès à des informations particulières et nécessaires. Par ailleurs également, les territoires s'en saisissent et s'en saisissent de plus en plus. Voient bien dans les possibilités offertes par des satellites des moyens de répondre à leurs besoins. Et donc, notre rôle est aussi de faire en sorte que ces besoins et les solutions proposées puissent se croiser. Sur la place du CNES et ailleurs, au-delà, ces besoins et ces solutions peuvent se croiser. Sur la question de quels usages mettre en avant là aujourd'hui, j'ai envie d'insister sur les besoins de résilience pour être dans le thème des besoins des territoires. Ces besoins disons ce type de constellation est clairement une alternative en cas de défaillance, pour quelque raison que ce soit, des moyens terrestres. Ou bien parce que c'est compliqué d'aller au fin fond de tel désert, ou bien parce que les moyens terrestres sont tombés pour telle ou telle raison. Donc cette dimension résilience, je pense qu'elle est vraiment importante en temps de crise qui peut être ponctuelle, ou de crise plus ancrée, plus longue. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment cette notion de résilience que j'ai envie de souligner. Très bien, on a parlé de crise, mais il y a aussi des événements très très positifs aussi qui peuvent être supportés par ce type d'initiative. Donc on va parler des JO 2030. Donc Briançon va avoir un rôle important à jouer. Comment effectivement ces solutions de télécommunication peuvent aider au succès de ce type d'événement? Bon, vous avez tous les patrons des élus de la montagne qui sont juste là, donc il ne faut pas que je dise des bêtises sur les Jeux Olympiques dans les Alpes françaises en 2030. Dans les Alpes du Sud, bien entendu. Non, plus sérieusement. Évidemment qu'il y aura un enjeu majeur à porter technologiquement un événement, le premier mondial, dans des territoires qui
ne sont pas habitués à le faire et n'ont pas forcément les infrastructures qui sont dédiées. Même si en réalité, c'est quelque chose qu'on connaît un peu et qu'on connaissait parce que moi j'ai souvenir d'avoir organisé il y a une petite dizaine d'années une arrivée de Tour de France au sommet du col d'Izoard, victoire française d'ailleurs à cette époque-là. Et autant vous dire que quand il n'y avait pas la fibre dans tout le département et qu'il fallait quand même insérer le direct de France 2, ça donnait une petite idée quand même. Bon, si ce n'est qu'il y avait un côté très frustrant parce que on avait du coup amené la fibre au sommet du col de l'Izoard, c'était incroyable. Tout le monde était très content, on avait fait une super arrivée, c'est pas très courant les arrivées à plus de 2500 mètres d'altitude au sommet d'un col. Sauf qu'après les gens venaient vous voir et vous disaient mais je comprends pas. En fait il y a la fibre au sommet du col à 2005 mais nous on n'a pas la fibre. Et ce que je crois c'est que il faut que, à nouveau sur ce sujet-là, on soit capable de prendre en compte la notion d'héritage. C'est-à-dire concrètement, les choix technologiques que vous ferez et que nous ferons tous ensemble pour que les Jeux Olympiques de 2030 se déroulent bien dans les Alpes françaises, quel héritage tout cela peut avoir pour la population. Et je crois que c'est ça qui est, à mon avis, essentiel. Et c'est aussi la logique qui a attiré Paris 2024. Je crois qu'on parlera pendant longtemps de l'héritage de Paris 2024. Je vous avoue que si vous pouviez nous aider à ce qu'on fasse pareil pour les Alpes 2030, moi en tout cas à titre personnel, ça ne me dérangerait pas. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait une transition sur cet événement en particulier, mais aussi l'objectif d'avoir une montagne 4 saisons, hein, d'être capable d'accueillir tout au long de l'année. Vous avez parlé de la qualité de vie dans votre région. Donc effectivement, apporter ces solutions peuvent aussi apporter des solutions durables. Enfin, c'est l'objectif d'ailleurs. Et derrière, en fait, vous posez la seule question qui vaille, c'est celle de l'emploi, en fait, finalement. Je vais vous donner un exemple très caricatural, mais très simple et que tout le monde comprend immédiatement. Le plus gros porteur hôtelier de la station de ski qui est la mienne, Serge Chevalier-Briançon, l'année dernière, il avait 92 employés, on avait 72 qui venaient d'ailleurs. Ça veut dire qu'en réalité, vous complexifiez le logement, alors que pour autant, on perd de la population dans le territoire et que j'ai moins d'enfants dans les écoles. Donc après, il faut s'engueuler avec l'éducation nationale parce qu'ils veulent fermer des classes. En réalité, ce que je crois, c'est que vous avez posé la question, la diversification. Dès lors qu'on se dit que toutes ces armes numériques peuvent demain créer de l'emploi, parce que le monde change et parce que la population change aussi dans son usage au travail. Je ne reviens pas sur les sujets télétravail que vous connaissez par cœur, mais qui sont en train profondément d'opérer une mutation. Bah, demain, c'est aussi pour des territoires comme le mien, des capacités de création, de construction d'emplois. Et donc, en fait, en réalité, de population résiduelle qui se dit, bah, en fait, finalement, je vivais et je travaillais sur le site industriel à côté de Grenoble. J'avais la pollution, j'avais les embouteillages. Bon, finalement, venir à Briançon, les gamins, la sortie du périscolaire, plutôt que d'être dans un gymnase enfermé et de prendre le bus, c'est à pied pour aller au ski. La qualité de vie, le bonheur. Et puis voilà. Donc, si finalement cet objectif-là, consistant à dire souveraineté, innovation technologique, héritage et derrière développement d'un territoire, ben on a gagné et on a d'ores et déjà gagné. Exactement, ben vous avez fait la conclusion parce que c'est exactement ce qu'on allait dire, c'est effectivement la technologie au service des territoires. Vous êtes au Salon des maires, hein, ils sont formés pour ça les maires de France, hein, vous savez. Donc je tiens à vous remercier tous les trois. Merci à vous. Pour votre participation et je tiens aussi à remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué à préparer cet événement, que ce soit le stand ou notre intervention. Merci à tous